présenter mon sujet de ce soir, qui a un nom un petit peu obscur, c'est PWTC, ou la naissance de l'application progressive. Alors en fait, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est une histoire vraie. Et comme c'est une histoire vraie, qu'il y a potentiellement des intervenants dans cette histoire, et ben j'ai pris soin quand même de changer le nom de ces potentiels intervenants pour pas avoir de problème. Alors moi je suis qui? Je suis Kevin Pénarin, Kepénard sur Twitter, et je suis consultant chez Zeniga. D'ailleurs, petit message corporate au passage, on cherche activement des développeurs front, donc si vous faites du front et que vous voulez travailler dans une super boîte, contactez-nous, on sera ravis de vous accueillir. Alors je vais commencer ma petite histoire par un sujet qui me tient à cœur. Ceux qui ont travaillé avec moi le savent, c'est les proxys d'entreprise. Pourquoi est-ce que pour un consultant, les proxys d'entreprise, c'est un sujet vachement important? D'une part, parce que c'est toujours d'actualité. Chaque entreprise dans laquelle on va, on est confronté à des proxys d'entreprise. Et c'est un réel challenge pour être vraiment productif et pour pouvoir travailler correctement. Durant ma courte carrière de développeur, de consultant, j'ai pu travailler dans différents types d'entreprises. Et le premier type d'entreprise dans lequel j'ai travaillé, c'est le domaine public. Donc pour l'État, des ministères, une direction des affaires terrestres. Alors là, il y avait des proxys. C'était un type de proxy assez particulier. Je pourrais dire que c'est un proxy type whitelist, dans le sens où vous avez le droit de faire certaines choses. Par contre, tout ce dont on juge que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc si on veut faire du NPM et tout ça, non, c'est pas important, vous n'avez pas le droit de le faire. Tous les trucs cool, en fait, vous n'avez pas le droit de les faire. Deuxième type d'entreprise. Donc c'est une grande entreprise bretonne, Jean Caillou. Là le proxy il est assez permissif, mais c'est un proxy qui ne marche pas trop. Donc en gros c'est le type de proxy qui casse vos paquets HTTPS. Et là, lorsque vous avez un bug lié à ça, avant de trouver que c'est lié au proxy, il faut ramer. Et enfin, un dernier type d'entreprise, là c'est une banque, c'est le Crédit Argoa, la banque des marins. Là on est dans le bancaire, donc c'est important la sécurité. Donc chez eux, un proxy ça suffit pas, deux non plus. Donc ils ont mis 3 proxys différents, il y en a un pour aller sur internet, un pour aller sur tel type de back-office, etc. Et quand on travaille là-bas, il faut jongler entre tous ces proxys. Et donc il y a des gens qui font des proxys pour proxifier les proxys, c'est génial. Donc j'adore les proxys, et donc je suis consultant et aujourd'hui je suis principalement web développeur. Certains diront que je suis développeur full stack. J'ai un avis assez critique sur ce terme-là. Vous pouvez essayer de deviner c'est quoi mon avis avec les petits émoticônes, c'est un petit code. Et quand on est développeur full stack, on fait du Node et du NPM. Donc quand moi j'arrive chez les clients pour faire du Node et du NPM, je commence à travailler, mais tout de suite, en 10 minutes, qu'est-ce qui se passe? Et bien il y a le proxy qui ne marche pas, ça ne marche pas, et donc je vais sur Stack Overflow. Comment est-ce que je vais passer ce fichier proxy? Je suis un développeur front, donc je fais du Git. À l'époque où je faisais du Power, je fais encore toujours un peu. Il faut aller taper sur GitHub pour récupérer les codes sources des modules. Et bien là, pareil, si on fait du Git, derrière un proxy, qu'est-ce qui se passe? Il faut configurer ce fichier proxy qui ne marche pas. Et on se retrouve encore sur Stack Overflow. Je suis développeur web full stack, donc je fais aussi un peu de Docker. C'est cool Docker. Et là, je pense que vous devinez, quand on arrive chez un client et qu'on fait du Docker, et ben on se retrouve sur Stack Overflow pour essayer de déterminer pourquoi est-ce que ce fichier proxy nous empêche de travailler. Et donc moi, à force de proxy, il y a un moment où j'arrive dans cet état-là. En gros, il y a mon cerveau qui sort de ma tête, qui me dit « va te faire foutre » et qui m'explose à la gueule. En gros, ouais, les proxys et moi, on ne s'aime pas trop. Il y a un truc qui est génial, souvent, dans le monde des développeurs, c'est que de la frustration naît des projets. Alors moi, j'ai pas voulu créer un nouveau proxy qui marche, hein. Je suis beaucoup plus modeste que ça, mais j'étais en train de discuter, alors que je combattais les proxys chez mon client avec un ami sur un chat, et après une discussion assez étayée d'un certain nombre de mots assez vulgaires, et je lui ai dit un truc dans ce genre-là. J'ai une idée, je vais faire une application, et en fait c'est une application qui va me permettre de déterminer tout le temps que je perds à cause de ces proxys. Et j'avais déjà trouvé le nom, Proxy Waste Time Counter, donc PWTC. Bon, moi, cette petite application, je voulais la faire quand même pour m'amuser. Et donc, je voulais faire un truc cool, et donc il y avait des contraintes à respecter afin de répondre à un cahier des charges. Première contrainte, il faut que ce soit multi-device.
Si je veux compter le temps que je perds à cause des proxys, il faut que ça fonctionne lorsque je suis sur le poste de dev du client, il faut que ça fonctionne sur mon portable, surtout tous les devices possibles. Et là, si on veut faire une application multi-device, tout de suite on pense, ok, on fait une web app, HTML, CSS, JavaScript, ça marche partout. Deuxième contrainte, il faut que je travaille, il faut que j'utilise cette application lorsque j'ai des problèmes de proxy, donc pas forcément accès à Internet, souvent des problèmes d'accès à Internet. Donc elle doit fonctionner en mode offline, sans accès à Internet. Là, si on réfléchit rapidement, naïvement, on se dit, ok, pour faire du offline, il faut une application avec du natif, de l'Android, ou quelque chose qui s'installe sur le device. Une autre contrainte, il faut que la synchronisation des données soit automatique, et que lorsque je perds l'accès au réseau, je peux continuer à utiliser mon application, et derrière, une fois le réseau revenu, les données vont synchroniser, ça va synchroniser avec un serveur distant. Pour faire ce genre de choses, on pense, ouais, vous montez une base SQLite, un truc comme ça, donc il faut faire du natif, c'est comme ça que ça marche. Dernière contrainte, moi j'aime bien avoir des applis performantes, si je code une appli, je veux que ce soit un truc qui dépote, qui rame pas, je veux assurer du 60 fps tout le temps, un truc cool quoi. Donc pour faire du rapide, à quoi on pense? On pense application native, développement natif sur la plateforme. Si on récapitule, donc là on a un petit tableau native versus web, et le web, à part le multi-device, il n'a pas grand chose pour lui. Et pourtant, on va voir que finalement le web aujourd'hui, il est capable de faire tous les cas, toutes les contraintes, en fait, il peut le respecter. Donc le multi-device, ça il le fait déjà, on va voir l'offline, la synchronisation et la performance, comment est-ce qu'on peut faire une application web, une web app, qui respecte tous ces critères. Le premier challenge, c'est le fonctionnement offline. Et non des moindres. Finalement, à la base, c'est celui qui peut sembler le plus compliqué à respecter pour une web app. Il y a une solution qui est aujourd'hui la solution un peu par défaut lorsqu'on a la chance d'avoir un navigateur qui l'implémente, c'est le service worker. Avant de parler de service worker, je vais vous parler d'une technologie qui est beaucoup plus ancienne. Je crois qu'elle est implémentée dans les navigateurs à partir de 2009. C'est un vieux truc. C'est le web worker. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vais décrire un petit peu le fonctionnement du web worker. Un web worker, c'est quoi? En fait, c'est un mécanisme implémenté dans le navigateur qui va permettre d'exécuter des scripts ou des tâches en arrière-plan, donc dans un thread séparé, qui sera différent du thread de l'interface graphique. Son usage, je cite un certain nombre d'exemples. On peut faire de la cryptographie, on peut faire du rendu PDF, PDF.js, la librairie de Mozilla qui permet de faire du rendu PDF dans le navigateur. Elle fait le rendu dans un web worker. On peut faire de la compression, de la décompression de données. Après, on peut trouver plein d'usages. Dès lors que c'est coûteux en ressources, on essaie de le mettre dans un web worker. On peut aussi faire des I/O en arrière-plan. On peut se dire, on va faire des synchronisations vers des serveurs, etc. On va faire ça en arrière-plan pour éviter d'influencer la rapidité de l'interface. Le web worker, il a quand même un certain nombre de limitations. La première, c'est qu'on n'a aucun accès aux API DOM. Par API DOM, j'entends quoi? Le document GetElementById, ou l'API des Canvas, le local storage, je vais revenir plus tard. On n'a pas accès à toutes ces choses-là. On est vraiment dans un système séparé de l'interface graphique. La seconde limitation, c'est qu'il y a un seul vecteur pour communiquer entre notre thread principal, notre interface graphique, et le web worker, c'est une API qui s'appelle PostMessage. Alors là, je vous fais un rapide exemple de comment ça marche un web worker. Normalement, le main ici et le worker, c'est deux scripts JS séparés. C'est deux fichiers séparés, je les ai regroupés dans un seul et même slide pour plus de lisibilité. Donc on commence par instancier un worker. On va lui dire, ok, je veux aller utiliser ce script pour activer la tâche exécutée par notre worker. Et du coup, on a une référence de notre worker. Et via l'API PostMessage, on va pouvoir dire, ok, j'envoie un message à mon worker, on peut mettre un peu n'importe quel type de message. Et là, ici, je fais une action avec tel type de données. Et mon web worker, il va écouter les messages, il va récupérer l'action, ma donnée, il va faire un traitement qui est potentiellement coûteux. Et derrière, il va renvoyer la réponse de ce traitement coûteux à mon thread principal, à mon interface. Il va pouvoir faire ce qu'elle doit faire avec.
Les service workers, donc je vais commencer par dire que ça respecte un manifesto, qui est le Extensive Web Manifest, encore un manifeste. C'est un manifeste qui dit qu'il faut donner en fait des accès à des couches assez bas niveau des navigateurs, et ce pour éviter tout le cycle de spécification des normes, etc., qui peut être beaucoup trop long. Là, on va donner des accès assez bas niveau aux développeurs qui vont pouvoir faire un peu des choses avec ces accès bas niveau, construire des usages, et derrière ils vont peut-être être normalisés ou pas. L'exemple typique que vous connaissez sûrement, c'est les Web Components. On donne un accès assez bas niveau, des outils bas niveau aux développeurs qui, derrière, peuvent étendre le fonctionnement standard du navigateur et construire des choses cool avec. Donc les service workers, ça respecte ce principe-là. Finalement, un service worker, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un web worker un peu spécifique parce qu'il a quelques petites choses en plus. La première, c'est qu'il est installable. On va installer pour une URL un service worker. Et le fait de l'installer va permettre une chose, c'est qu'il va être exécutable en arrière-plan. Donc même si notre navigateur est fermé, il y aura toujours notre service worker qui va pouvoir tourner en tâche de fond. Et ça permet quoi? Ça permet par exemple de faire des notifications push. Facebook le fait depuis quelques temps, pas très longtemps. Il est capable d'afficher des notifications, même quand le navigateur est fermé, et ce en passant par un service worker. Une limitation, vu qu'on donne quand même des accès potentiellement assez puissants aux développeurs, une attaque de type man in the middle, ce serait assez catastrophique. Donc les service workers ne fonctionnent que sur localhost ou HTTP, et sinon c'est forcément HTTPS. Et enfin, la dernière feature, c'est qu'il permet de proxifier les requêtes HTTP. C'est encore un proxy, mais cette fois c'est un proxy qui est cool. Puisque c'est ça qui va nous permettre de faire fonctionner notre application en offline. Comment est-ce qu'on va utiliser cette feature pour avoir une application offline? Donc, j'ai dit que le service worker, on va l'installer. Donc là, on est dans un bout de code qui est dans mon service worker. Quand je l'installe, je vais lui dire tu vas aller me mettre dans un cache que j'ai appelé V1, un ensemble de ressources. Et finalement, si on veut faire fonctionner une application en offline, ces ressources, ça va être tous les assets, tous les ressources statiques dont on a besoin pour faire tourner l'application. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller taper sur mon serveur pour récupérer ces ressources et les mettre dans un cache, qui est un cache local de navigateur. Et ensuite, j'ai dit qu'on peut proxifier les requêtes. Donc là, je vais écouter sur l'événement fetch, qui correspond à chacune des requêtes qui part de mon application pour aller vers mon serveur. Donc j'intercepte toutes ces requêtes et là, je fais un peu ce que je veux avec. Et là, l'exemple que je vous montre, qu'est-ce que je fais avec ces interceptions de requêtes. Donc pour chacune des requêtes qui sortent de mon application, je vais regarder, est-ce que j'ai cette ressource dans mon cache? Si j'ai cette ressource dans mon cache, je la renvoie directement. Et sinon, je vais aller requêter sur mon serveur, je récupère la ressource, je la mets dans le cache et je la renvoie à l'interface. Et le fait qu'on puisse intercepter les requêtes, c'est un double avantage. Le premier, c'est que si on n'a pas de réseau et qu'on a la ressource dans le cache, ça marche, c'est cool. Et le deuxième avantage, c'est qu'on a aussi un gain assez significatif en termes de performance, parce qu'ici, je n'ouvre même pas de socket TCP, je ne vais pas faire de requête HTTP, mais tout va rester en local, en fait, dans mon application. Donc, si je suis sur une connexion un peu pourrie, ces types de mécanismes me permettent d'aller beaucoup plus vite. Ça peut être assez fastidieux d'écrire du code pour dire je veux mettre dans mon cache le CSS xx.css, toutes les ressources, etc. Ça peut être chiant à écrire, mais Google il nous a sorti un petit outil qui est vachement pratique qui s'appelle SW-Precache, qui va nous permettre en fait de générer le code du service worker très simplement. Donc en fait c'est un module NPM qu'on installe et dans notre tooling JavaScript, que ce soit du Gulp ou NPM Script, ce que vous voulez, vous configurez SW-Precache pour lui dire de nous générer un service worker avec toutes les ressources nécessaires à l'application pour fonctionner. Donc ce tooling génère un service worker qui permet d'utiliser l'application totalement en offline. Et honnêtement, une fois la doc lue, en 10 minutes, vous avez une application qui marche en offline avec un service worker. Et une fois que c'est fait,
Et bien là, c'est cool. Là, on voit que j'ai déjà visité mon application une première fois, mais les fois suivantes, et ben, il n'y a pas de requêtes HTTP qui sont exécutées, mais il a récupéré toutes mes ressources depuis le cache local du service worker. Il y a un point qui peut sembler assez compliqué, c'est la mise à jour des ressources. Vu qu'on ne veut pas aller faire de requêtes vers le serveur, comment est-ce qu'on fait si mon CSS il change? Ça peut être compliqué. Et bien, il y a un mécanisme qui marche très bien dans les service workers. Et en quelques mots, la manière dont ça fonctionne, c'est lorsque le service worker est installé, une fois que l'application tourne, il va faire une requête pour aller télécharger les sources du service worker. Il récupère les sources et là il fait une comparaison du binaire, des deux binaires, l'ancien et le nouveau, et s'il voit qu'il y a le nouveau service worker, il a changé par rapport au précédent, il va l'installer, mais il sera en mode inactif. Donc, ça veut dire qu'on va avoir deux service workers, l'actif et un autre en inactif, qui vont tourner en même temps, et une fois qu'on est certain que le premier service worker n'est plus utilisé, pour éviter qu'il y ait des désynchronisations entre les différentes ressources, et bien là, en gros, ça veut dire qu'on ferme l'onglet. Une fois qu'on n'utilise plus le premier service worker, et ben le nouveau il prend la place du premier, et du coup vous avez les nouvelles ressources qui sont utilisées. Donc là, mon premier challenge qui était de faire fonctionner une application, une web app en offline, et ben, je l'ai résolu grâce au service worker. Deuxième challenge, je veux que mes données se synchronisent en temps réel et qu'elles se synchronisent même si j'ai saisi des données en étant offline. Alors là, il va me falloir, un système pour stocker des données métiers, entre guillemets. Et ça existe depuis très longtemps hein, dans les navigateurs. Le premier, c'est le stockage de type DOM. Donc c'est les API Local Storage et Session Storage, qui sont principalement faits pour stocker des petits types de données, qui ont des limitations en termes de taille et qui sont bloquants. Donc ça veut dire que ça peut bloquer l'interface. Mais j'ai mis une petite boîte parce que c'est fait pour faire des petits stockages de données, des trucs. On ne va pas stocker toutes les données d'une application dans le local storage. Le deuxième type de stockage, que j'ai appelé le stockage type base de données, lui, il a beaucoup moins de contraintes, il est quand même plus performant. On peut en identifier deux types, WebSQL qui est déprécié et IndexDB, dont je vais vous parler un peu plus. Donc IndexDB, c'est une base de données qui est implémentée directement dans le navigateur. Le premier point fort, c'est que normalement, elle est asynchrone. Malheureusement, il y a des gens qui font des benches et ils se rendent compte que c'est une API asynchrone mais qui est bloquante. Il semblerait qu'il y ait des petits bugs, mais ça devrait être résolu. Normalement, c'est asynchrone. Il y a une gestion de transactions. On peut faire des transactions comme sur des bases de données relationnelles classiques dans le navigateur. Contrairement au stockage type DOM, et ben là, IndexDB il est utilisable dans les web workers. Ça c'est sympa. Et ensuite, il a une taille, j'ai mis presque limitée. Généralement pour une web app, vous aurez du mal à atteindre la limite de taille de IndexDB. Je ne connais pas les chiffres exacts, je pense que ça change en fonction des implémentations des navigateurs. Donc, ça c'est un exemple d'utilisation d'IndexDB. Honnêtement, moi quand je lis ce code-là, ça me donne mal au crâne. IndexDB est réputé pour avoir une API très compliquée à utiliser et pas super sympa. Heureusement, vu que c'est compliqué à utiliser, il y a des gens qui sont gentils et qui ont fait des surcouches et des wrappers pour nous aider à utiliser ces API. Il y en a deux qu'on peut identifier comme étant les plus utilisés. Le premier, c'est Local Storage, développé par Mozilla. Et le second, c'est PushDB, dont je vais vous parler un petit peu plus. Alors, PushDB, qu'est-ce que c'est? En fait, pour ceux qui connaissent, PushDB, c'est une implémentation de l'API de PushDB, mais qui tourne en JavaScript dans un navigateur. Et donc, elle a une fonctionnalité qui est vachement cool, et c'est celle qui m'intéresse pour mon usage, c'est qu'elle a une capacité, c'est de se synchroniser avec une base de données PushDB qui serait sur un serveur distant. Donc, comment ça marche? J'ai mon application locale, donc là je suis dans le navigateur, j'ai mon instance PushDB, et je vais lui dire de synchroniser sur des bases de données distantes. Et ce qui est cool, c'est que dire à une instance de PushDB de se synchroniser avec une base de données distante, c'est vachement simple, ça se fait en quelques lignes.
j'instancie ici ma base de données locale. Je crée une instance de PushDB qui va aller pointer vers ma base de données distante. Et derrière, je lui dis, synchronise-moi ma base locale avec la base distante en temps réel. Et le retry true, ça veut dire que s'il échoue, par exemple si je suis en mode offline, et ben, il va réessayer. Donc ça veut dire que moi, ici, je vais pouvoir mettre à jour mes données, même si je suis en offline, ça va du coup les mettre dans ma base de données locale. Et une fois que la connexion sera revenue, et ben, il va synchroniser avec la base distante, récupérer les nouvelles données qui potentiellement ont été ajoutées par d'autres utilisateurs et pousser ce que moi j'essaie. Et donc, là, grâce à PushDB, j'ai résolu mon second challenge qui est faire fonctionner mon application, pouvoir saisir des données même lorsque je suis offline, et que tout ça se resynchronise, excusez-moi, automatiquement une fois la connexion retrouvée. Le dernier challenge, c'est la performance. En 2012, Mark Zuckerberg avait déclaré qu'il considère que la plus grosse erreur qu'avait fait Facebook, c'est d'avoir utilisé les technologies du web pour faire leur application mobile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, mais c'était pas terrible, les applications plantaient, ça ramait, c'était un peu pourri. Effectivement, il avait raison en fait. C'est pas super rapide, on est loin de quelque chose d'aussi performant qu'une application en natif. Et ce pour un principe assez simple, c'est que ça c'est un moteur JavaScript, et le moteur JavaScript il est monothreadé. Et en gros il va écouter des événements, il y a un event loop qui va tourner pour écouter les événements, appeler des API asynchrones, et une fois qu'il reçoit le résultat, et ben, il réinjecte le résultat à l'application. Le problème c'est qu'on a un event loop ici qui est monothreadé. Et du coup, qui dit monothreadé dit que là, on a notre application JavaScript qui tourne, c'est cool, mais imaginons qu'on demande au mec là, de refaire ses lacets, c'est un traitement lourd, et là, il n'y a plus rien qui se passe, on se fait chier, c'est tout pourri. L'application, elle s'arrête. Là, j'ai une démo qui normalement est dans les slides, mais j'ai pas internet, mais le petit bonhomme, en fait, c'était bien ça que je voulais montrer. Là, en fait, c'est juste une démo. J'ai une application React ici. Donc c'est du React avec du Redux. Normalement, c'est ce qu'il y a de plus performant aujourd'hui. Et j'ai une application que j'ai appelée Multithreaded, qui est juste à côté, et qui partage une grosse partie du code. Donc toute la partie, le fonctionnel, en fait, il est dedans. C'est le même code qui est entre les deux applications. Et... Ah mince, pardon. Donc mon application React Redux, une application qui s'appelle Multithreaded, je vais vous dire ce que c'est plus tard, et une grosse partie du code qui est mutualisée entre ces deux applications. Donc en fait, ce que fait ces applications, c'est pas grand chose, c'est qu'on peut rajouter des éléments dans une liste. Et voilà. Donc là, pas grand chose à noter, si ce n'est que si j'ouvre le DevTools, et ben, comment est-ce que je là, je ouvre le DevTools et donc j'ai activé aussi les logs et j'ai simulé en fait un traitement long et bloquant qui est l'affichage de 10 minutes de log dans la console. Et là, vous voyez que si j'ajoute un élément dans ma liste, et ben, on voit le petit bonhomme, il arrête de marcher, il y a la UI qui est bloquée, là on ne peut plus rien faire. On a bloqué la UI. Alors qu'ici, je vous rappelle que le code il est partagé, on a les mêmes lignes de log, et ben là ça ne bloque pas. Et pourtant le traitement il est aussi long, on effectue la même chose, mais ça ne bloque pas. C'est ça la démo. Le JS est hype. Donc je vais commencer par faire un petit état de l'art des frameworks JS en 2016. Aujourd'hui il y a quand même deux frameworks qui sont considérés comme étant les frameworks les plus performants et les plus mainstream entre guillemets. Donc c'est React et Angular 2. Et ces deux frameworks, ils ont un point en commun, c'est qu'ils essayent de se détacher de l'API DOM qui est réputée pour être lente. Et ce donc du coup afin d'être performant, mais aussi de s'exécuter partout. Quand je dis exécuter partout, c'est de exécuter l'application côté serveur, pour faire du rendering côté serveur, donc des applications isomorphiques. Pour faire des applications natives, je pense à React Native ou à Native Script, donc on peut
faire du React dans des applications natives ou l'Angular 2 dans des applications natives, mais aussi, pourquoi pas, dans des web workers. Là, vous voyez peut-être venir. Du coup, je me suis dit, ok, moi je vais faire un truc, parce qu'aujourd'hui, Angular 2, c'est censé fonctionner dans le web worker, mais à l'époque où j'ai commencé à essayer de le faire fonctionner dans des web workers, ça ne marchait pas du tout. React, c'est pas encore d'actualité, donc je me suis dit, je vais le faire. Je vais faire un truc, une application qui tourne dans un web worker. Et je vais utiliser Virtual DOM. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est Virtual DOM? Ici, j'ai une représentation d'HTML vachement simpliste, donc une div avec un titre. Et si je prends cet HTML en Virtual DOM, ça rend ça. C'est plus ou moins la même chose, il y a juste class name qui change. Et il y a aussi le fait que ça, c'est dans un fichier JS. Donc pour certains, ça peut sembler magique, mais finalement, il n'y a pas de magie derrière. Ça, c'est juste un sorte de moteur de template, et derrière, il y a un outil qui va vous générer de l'hyperscript qui n'est rien d'autre que du JavaScript. Et donc c'est une représentation, on peut voir ça comme une sorte d'arbre de notre HTML en JavaScript. Donc on a l'hyperscript et derrière Virtual DOM, ce qu'il a de spécifique, c'est qu'on va avoir deux états de notre application, l'état courant et le nouvel état. On a récupéré le nouvel état de notre application et avec ces deux états on va faire un diff. Donc ça va être le changement minimal entre notre état précédent et notre nouvel état. Et ensuite avec ce diff, on va patcher notre DOM pour appliquer le changement minimal, donc le plus performant possible sur notre DOM, afin de mettre à jour l'interface graphique. Donc c'est comme ça que ça fonctionne Virtual DOM, il n'y a pas de magie derrière, c'est juste une représentation en JavaScript du DOM. Mais ce qui est cool, c'est que le Virtual DOM il tourne très bien dans des web workers. Et donc moi, je me suis dit, je vais faire tourner quasiment toute mon application dans un web worker. Je vais avoir les action creators, les Redux stores, c'est un peu mon métier, enfin, pour ceux qui savent, c'est du Redux. D'ailleurs, tous mes composants, ils sont dans les web workers, et ils vont intercepter les événements de changement de Redux, et derrière, ils vont nous faire un rendu de l'application Virtual DOM, et ils vont l'envoyer vers ce que j'ai appelé le worker store, qui en fait est une sorte de bus de message, entre ici mon thread principal, le thread de l'interface graphique, et mon thread de web worker, donc ma logique d'application. Et donc ce worker store, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des diffs de Virtual DOM à son pendant dans l'interface graphique, qui va appliquer ces diffs, ces mises à jour d'interface sur le DOM. On a aussi un élément ici qui va écouter toutes les interfaces, tous les événements utilisateurs, les clics, les submits, les onFocus, de l'interface graphique pour les envoyer ensuite à notre application dans le web worker. Donc vu que l'essentiel de l'application ici elle tourne dans un web worker, on va quasiment jamais bloquer la UI. Ça arrive bien sûr, mais on va quasiment jamais bloquer la UI. Et c'est ce mécanisme en fait que j'ai voulu montrer dans ma démo, c'est ce que j'appelle le multithreaded. C'est que le petit bonhomme il continuait de bouger parce qu'en fait ici le traitement lourd il était fait dans le web worker et lui il pouvait continuer à tourner normalement. À cela, si je rajoute un service worker, ben, je rajoute encore une couche de performance parce que je vais m'abstenir de faire plein de requêtes sur le réseau et je vais avoir des retours de requêtes HTTP beaucoup plus rapides. Et on a parlé d'NPM. NPM c'est le plus gros package manager. Tout le monde publie des modules sur NPM. Donc je me suis dit, moi aussi je vais publier un module. Et donc j'ai implémenté ce pattern-là et je l'ai publié sous le nom de multithreaded, qui est une sorte de framework pour faire des applications qui tournent dans les web workers. C'est marrant à regarder, mais en vrai, il ne faut pas l'utiliser. C'est trop compliqué. Le challenge de la performance, et bah, finalement, on se rend compte qu'on a des mécanismes aujourd'hui pour le passer. Il faut savoir que Angular 2, normalement, il est capable de faire le rendu des composants dans un web worker. C'est un peu ce que j'ai fait. Donc quand j'essaie de le faire marcher, ça ne marche pas. J'ai pas dû essayer assez. Mais à terme, ça va exister aussi. Donc si on reprend mon petit tableau, on a vu que finalement le web aujourd'hui, pour peu que les navigateurs ils implémentent les dernières technologies, il est capable de faire beaucoup de choses et de respecter toutes les petites contraintes que j'avais au début. Je n'ai toujours pas parlé de Progressive Apps, il est peut-être temps de commencer. Et les Progressive Apps, c'est quoi? En fait, c'est juste un concept qui est né d'un constat, qui est que le web a échoué sur mobile. Et ça, ce constat, ça ne sort pas de nulle part, hein, il y a des stats qui le montrent.
Ici, c'est des stats qui montrent que finalement, ça c'est les 1000 applications les plus utilisées versus les 1000 web les plus utilisées sur mobile. Donc, des visiteurs uniques, il y a beaucoup moins de visiteurs uniques sur les applications. Et les applications versus le web. Pourtant, ce qui est important de noter, c'est que finalement, il y a moins d'applications et pourtant, les gens passent beaucoup plus de temps sur les applications. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les gens ils vont aller sur un site web mobile juste pour consulter une page, après ils la ferment et ils retournent sur Facebook ou sur Twitter avec les applications. Et donc on voit ici que finalement les gens utilisent très peu d'applications par rapport au nombre de sites web qu'ils vont consulter, mais que quand ils utilisent des applications, ils les utilisent beaucoup. Donc en fait, là où le web a échoué, c'est qu'il n'a pas réussi à fidéliser l'utilisation des sites web mobiles, des web apps mobiles. Les gens ils vont retourner très souvent sur les applications natives, par contre les sites web c'est juste de la consultation un petit peu très partielle. De ce constat-là, ça c'est l'histoire qui dit comment est-ce que le terme Progressive Apps est né. Il serait né d'une conversation entre Alex Russell, qui est un développeur de web de chez Google, et sa femme Marrakech, française, je ne sais pas comment on dit, qui se sont posé la question, on a fait un constat, le web sur les mobiles, ça ne prend pas. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'une web app sur mobile, elle l'implémente pour que les gens ils l'adoptent et qu'ils l'utilisent beaucoup. Et ils ont fait cette liste-là, en fait. Ça, c'est repris de l'article de blog qui présente une application progressive. Donc, il faut qu'elle soit indépendante de la connectivité, donc elle marche en offline, qu'elle ressemble à une application native, qu'on ait les mêmes réflexes, qu'elle soit capable de se mettre à jour toute seule, en tâche de fond, sans action d'utilisateur, qu'elle soit sûre, donc qu'elle soit servie par l'HTTPS, qu'on soit capable de la référencer dans un moteur de recherche. Le re-engageable, ça veut dire qu'on est capable d'envoyer une notification à l'utilisateur pour lui dire tiens, retourne sur ma web app, ma Progressive App, plutôt que l'utilisateur ait besoin d'aller lui-même sur la Progressive App pour voir s'il y a des nouveautés à consulter. Donc ceux qui ont les notifications push. Et enfin, il faut qu'on puisse l'installer. Donc l'installer sur la home screen. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller ouvrir son navigateur, taper une URL ou faire une recherche Google pour accéder à l'application. En fait, tous ces critères, eh ben, c'est ce qui définit une Progressive App. Et pourquoi le terme Progressive App? Ça vient de Progressive Enhancement, qui est un des paradigmes que normalement tout bon développeur web est censé respecter, qui dit qu'on va apporter des features à l'utilisateur, mais celui qui va avoir le dernier navigateur à jour, il aura tous les features, ça va être cool. Par contre, celui qui a un navigateur un peu plus legacy, il va quand même pouvoir utiliser l'application, mais avec certaines features en moins. Il va pouvoir consulter le contenu quand même. Donc, là, on a un ensemble de fonctionnalités qui sont cool, mais c'est pas pour autant que s'il y a un navigateur qui n'implémente pas les notifications push, il va quand même pouvoir utiliser la web app, l'application progressive. Il n'aura juste pas de notification push. Et donc, ils ont appelé ça Progressive Apps. Aujourd'hui, on appelle ça plutôt Progressive Web Apps. Mais moi, j'ai gardé le vieux nom. Et il faut savoir que les Progressive Apps sont beaucoup poussés par Google. Ils poussent les technos qui sont derrière, ils font des collabs, ils sortent des applications progressives. Ils font beaucoup de pub autour de ça, contrairement à d'autres comme Apple qui n'ont pas trop l'air de vouloir que les gens passent par autre chose que leur store d'applications. Qui est directement plus web. Enfin, sur iOS, on est encore loin d'avoir des vraies applications progressives. C'est dommage. Alors là, je vous parle d'une des features qui est importante. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter notre application à l'écran d'accueil? Là, j'ai une petite screenshot qui est prise de Google. Et là, on voit que c'est le Chrome Dev Summit de 2014, donc ça existe depuis très longtemps. Donc là, on arrive sur l'application, on l'a consulté plusieurs fois, il y a une petite bannière qui est apparue, on a cliqué. Et ça nous rajoute une icône sur l'écran d'accueil. Et lorsqu'on clique sur l'icône, ça nous ouvre l'application directement. Donc derrière, c'est un Chrome. Et ça nous enlève la barre de recherche. Donc l'application, elle est en full screen. Donc on retrouve un petit peu l'apparence d'une application native alors qu'on est dans un navigateur. On peut forcer l'affichage ajouté à l'écran d'accueil? Ouais. Justement.
Alors comment est-ce qu'on fait? C'est via un fichier qui s'appelle le manifeste, et en fait c'est juste une liste de métadonnées qu'on va définir sur notre application, et c'est ce fameux display standalone qui va dire au navigateur qui l'implémente que cette application elle est capable de fonctionner, enfin on voudrait qu'elle fonctionne avec un lien sur l'écran d'accueil et sans la barre de recherche. Et il y a un ensemble d'autres éléments. Si on reprend l'application Google, on voit que quand elle démarre, il y a ce qu'on appelle un... Là, on l'a pas, c'est trop vieux. Il y a un splash screen, donc c'est un écran avec une icône et le titre de l'application qui va s'afficher le temps que l'application démarre. Et ici, c'est le background color qui va définir quelle est la couleur qu'on veut en fond sur ce splash screen. Le theme color, c'est pour colorer en fait, la barre de recherche du navigateur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur Chrome. C'est défini comme ça. Et ensuite, on a un ensemble d'icônes. Il faut qu'on définisse tous les tailles qui sont prédéfinies afin d'afficher l'icône sur le splash screen qu'on définit ici. Et on a aussi les permissions. Je demande l'autorisation de faire du push, je demande l'autorisation d'utiliser la géologue, ça se met là-dedans. Et je ne vous ai pas parlé de proxy waste time counter, mais l'application finalement elle existe. Enfin, vous l'avez sûrement compris, c'était avant tout un prétexte pour m'amuser avec des technologies un petit peu cool. Mais elle existe, elle est déployée sur le web sur penarin-demo.io. C'était le seul nom de domaine que j'avais sous la main, il est un peu pourri. Mais elle marche. Donc là je vous montre que je passe en mode offline. Enfin, le prouver que je ne triche pas, je vais sur zenica.com, je suis bien en offline. Et pourtant, lorsque je clique sur PWTC, l'application elle s'ouvre, elle est fonctionnelle et je peux l'utiliser. Et ça va marcher. Et toutes les interactions que je fais en offline, une fois que la connexion va être retrouvée, ça va être remis à jour. Donc, ceux qui veulent tester, ils peuvent aller sur penarin-demo.io. Par contre, ceux qui sont sur iOS, j'ai pas de Mac et j'ai pas d'iPhone, donc j'ai pas débugger l'application. Théoriquement, elle devrait marcher, moins bien parce qu'on n'a pas tous les features, mais elle devrait marcher. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, mais j'ai pas pris la peine de la débugger sur Mac. Donc, mon application, la PWTC, c'est cool, mais bon, c'est pas forcément une vraie application. Il y a des vrais retours d'expérience sur les applications progressives. Et l'exemple le plus marquant, c'est Flipkart. Je ne pense pas que vous connaissez ce nom, mais pourtant, c'est en fait, c'est l'Amazon de l'Inde. C'est un site marchand qui est utilisé par beaucoup de monde en Inde. Et il faut savoir qu'en Inde, ils ont des contraintes qui sont un peu différentes de ce qu'on peut avoir ici. Les utilisateurs sont majoritairement en 2G. Ils ont des devices mobiles qui ne sont pas aussi performants que nos devices à nous. Donc, il y a des contraintes assez spécifiques. Et chez Flipkart, ils ont décidé, il y a presque un an, de faire une application progressive, donc de refondre leur site web pour en faire une application progressive. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont des retours en fait sur l'usage de l'application progressive. Le premier retour, c'est que les gens depuis qu'ils utilisent l'application progressive, leur nouvelle application, ils passent 3 fois plus de temps sur Flipkart qu'avant. Ça, c'est pas négligeable. Et finalement, un autre retour qui montre que c'est important d'engager l'utilisateur et qu'ils reviennent, un petit peu comme ils font sur Facebook ou Twitter, c'est qu'ils se sont rendus compte que les gens qui allaient sur l'application depuis le lien qu'ils avaient mis sur leur home screen, ils dépensent 63% de fois plus que ceux qui utilisent le site en allant depuis le navigateur. Donc une fois qu'on fidélise l'audience, c'est profitable. Donc voilà pour moi. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions.